Alors, je vais vous présenter, puisque c'était ce qui avait été aussi demandé, justement. Je vous parle de la cascade développementale. Je vais essayer de vous présenter un peu les recherches qui sont faites dans notre centre, en sachant que, justement, ce centre, il n'est pas uniquement un centre de recherche, il est d'abord un centre clinique, d'abord un centre de pédopsychiatrie, où, justement, les enfants, les jeunes adultes, et même, je vais vous parler à la fin justement des personnes un peu plus âgées, sont diagnostiquées, évaluées, prises en charge, accompagnées. Et bien évidemment, pour répondre un petit peu à votre question, madame, il existe quand même quelques centres en France où nous avons, depuis très longtemps, puisque Mme Barthélémy l'a rappelé, hein, c'était historique justement à Tours, mais il y a aussi d'autres maintenant, d'autres équipes françaises, où le diagnostic de l'autisme, pour être dans la continuité du professeur Gilberg, n'est pas uniquement un diagnostic, ce qu'on appelle catégoriel et comportemental, il est forcément un diagnostic fonctionnel. Et donc, quand on pose un diagnostic d'autisme en 2017 en France, on le pose en faisant justement l'ensemble de ces évaluations. C'est-à-dire qu'on va rechercher bien sûr les deux dimensions au cœur de l'autisme. On ne peut pas parler d'autisme s'il n'y a pas justement ces troubles de la communication, des interactions et cette particularité du fonctionnement, du rapport au monde qui fait que ces enfants, puis ces jeunes adultes, sont en effet dans une forme de rigidité du fonctionnement, dans leurs intérêts, dans leur comportement. Ça, c'est le cœur de l'autisme. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça et qu'on a aussi caractérisé donc en termes de sévérité, on a fait que, on va dire, un tiers du chemin, puisqu'on fait forcément systématiquement associer à cette évaluation une évaluation fonctionnelle dans le domaine langagier, dans le domaine cognitif, dans le domaine sensorimoteur. Comment est-ce que cet enfant parle, comment est-ce que cet enfant utilise son langage, comment est-ce que cet enfant a des fonctions cognitives qui sont ou pas atypiques, et comment il transforme ses compétences cognitives en performance, par exemple, d'apprentissage académique scolaire. Et puis, bien sûr, on va rechercher les fameuses comorbidités, puisque, comme le disait le professeur Gilbert, 70% de comorbidité, ça veut dire que finalement, si on ne la trouve pas, probablement on est peut-être passé à côté, donc il faut la chercher. Cette comorbidité, elle peut être neurodéveloppementale, elle peut être pédopsychiatrique, elle peut être aussi génétique ou médicale. Donc tous ces enfants doivent être examinés sur un plan pédiatrique, sur un plan neuropédiatrique, être explorés, voire aussi avoir une consultation de génétique. Et puis aussi, on fait des consultations sommeil, on évalue l'alimentation, on évalue la croissance, et puis on va refaire ces évaluations au cours du temps, parce qu'elles vont nous servir justement à préciser aux familles quel est le programme d'accompagnement thérapeutique et d'accompagnement au sens plus large du terme dont cet enfant a besoin. Donc en effet, hein, c'est la clinique de 2017, alors qui n'est pas que de 2017, hein, puisqu'elle est même depuis quelques années, elle est forcément pluridisciplinaire, elle ne peut pas se faire uniquement avec un docteur dans un coin, et elle est forcément fonctionnelle. Et elle est forcément réévaluée. Donc ça, c'est pour rebondir sur ces aspects-là. Alors du coup, quand on est... Maintenant, moi, je devais vous parler un petit peu plus justement de ce qu'on connaît actuellement sur les particularités du développement et du fonctionnement cérébral dans l'autisme, puisqu'on sait donc que l'autisme est lié à des particularités du développement et du fonctionnement cérébral dans l'autisme. Donc, en tant que... Moi, j'ai été formée à l'école de Tours. Nous sommes d'abord physiologistes. Avant de comprendre un phénomène dans son atypicité, on cherche à le comprendre dans sa typicité ou dans ses aspects les plus ordinaires possibles. C'est la physiologie. Comprendre finalement comment est-ce que le système nerveux dans son ensemble, en effet, pas uniquement cérébral, mais dans son ensemble, parce que c'est notre système de relation au monde, le système nerveux, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre chez ces enfants quelles sont les particularités au cours du développement. Alors en fait, c'est très compliqué d'explorer le système nerveux. C'est aussi pour ça que probablement on a pris pas mal de retard. Parce que vous voyez, vous avez cette espèce de masse un peu spongieuse qui n'a rien d'absolument extraordinaire sur un plan macroscopique. Sauf que de cette masse un peu spongieuse, vous avez décliné un petit peu à droite. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et puis on rentre dans des chiffres un petit peu stratosphériques. 100 milliards de neurones, 10 puissance 15 synapses dans un cerveau, 1 milliard d'opérations à la seconde. Donc quand on parle de complexité, évidemment, les chiffres parlent pour eux. Alors on essaye de zoomer justement un petit peu plus dans le fonctionnement de ces réseaux neuronaux. Et
La clé de l'autisme, en tout cas dans le développement, elle est quelque part par là, mais nous n'avons pas encore à l'heure actuelle les moyens, en tout cas, de le faire de façon aussi précise chez un enfant ou chez un adulte in vivo. Et puis si je zoome encore un petit peu, voilà, nous sommes beaucoup de chercheurs à être très intéressés par cette petite chose qui s'appelle une synapse, un point de connexion entre deux neurones, et qui a quelque chose là qui est au cœur un peu de ce qu'on va appeler le traitement de l'information. Alors, le but n'est pas du tout de réduire un sujet à ses synapses. Vous n'êtes pas, je ne suis pas Madame X synapse dans le cerveau. Ce n'est pas ça, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, réduire un être humain à ça. Par contre, on ne peut pas nier que cette matière biologique produit de la pensée. Bon. Après, on rentre dans des champs un peu plus philosophiques. Donc, on a cette matière biologique quand même qui produit de la pensée. Et en tant que médecin, moi je reviens à ma pratique de médecin, en tant que médecin et avec l'équipe, ce que nous cherchons à comprendre, c'est quand même justement quand tout ça, à un moment donné, se passe moins bien, ou en tout cas que ça génère des difficultés, un handicap, une souffrance, nous, en médecine, on cherche à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe et surtout comment on pourrait faire derrière pour aider au mieux justement ces enfants et leurs familles. Alors en plus, on a une petite difficulté quand on fait de la recherche dans l'autisme, c'est que on fait de la recherche sur une cible en mouvement. Vous voyez ? Donc vous faites de la recherche, vous essayez de comprendre un phénomène, sauf que quand vous regardez, hop, finalement vous êtes déjà à l'étape d'après, puisqu'on est dans un trouble du développement et du fonctionnement cérébral, et qu'en plus, la façon dont l'enfant interagit avec son environnement, la façon dont l'enfant interagit avec sa famille, avec ce qu'il va respirer, ce qu'il va manger, tout ce qu'il vit, on sait que ça vient justement modifier aussi le fonctionnement cérébral. Donc du coup, on est au départ dans un trouble du développement et du fonctionnement cérébral qui a des causes, je vais vous montrer, in utero et génétiques, mais ça touche des systèmes qui sont les systèmes de relation. Et un bébé, quand il se développe et quand son cerveau pousse, il pousse aussi en fonction de ses expériences de vie. Donc du coup, évidemment, on est dans un phénomène qui est extrêmement complexe parce que la question est, quand on fait de la recherche, est-ce qu'on fait de la recherche sur les causes de l'autisme ? Ou est-ce qu'on fait déjà de la recherche sur les mécanismes de compensation que l'enfant a mis en place aussi au cours de son développement, puisque ça touche ses systèmes relationnels. C'est un peu complexe, mais c'est quelque chose qui est très important et qui explique notamment, comme vous l'a dit très bien le professeur Gilbert, que quand on dit le trouble du spectre de l'autisme, il n'y a pas un autisme, il n'y a pas une forme d'autisme, il y a un individu à chaque fois qui a en effet sa forme clinique, qui a sa particularité de fonctionnement avec sa forme clinique d'autisme, c'est-à-dire est-ce qu'il a compensé, pas compensé, ça va dépendre aussi des enfants. Et donc du coup, nous, tout le challenge en fait de nos recherches, des recherches aussi d'autres équipes, c'est de développer ce qu'on appelle la médecine de précision. Vous en avez peut-être entendu parler justement, ça a été beaucoup développé notamment dans le champ de la cancérologie, le fait que dans la cancérologie maintenant, vous n'avez plus tout le monde n'a pas la même chimiothérapie, tout le monde n'a pas le même traitement, ça va dépendre de la taille de la tumeur, des petites cellules sur cette tumeur, de savoir si vous prenez le traitement le matin, le soir et tout ça. Bref, vous avez ce qu'on appelle un traitement individualisé, de la médecine de précision. Et tout notre enjeu, tout l'engagement justement de toutes ces équipes, c'est qu'il n'y a pas de raison que les personnes avec autisme ne bénéficient pas de ces progrès-là de la médecine. Il n'y a pas de raison qu'on puisse soigner maintenant une personne avec un cancer, une maladie de Parkinson, avec cette exigence de médecine de précision, et que ce ne soit pas le cas pour les enfants ou les jeunes adultes avec autisme. Et donc on doit aussi pouvoir avancer dans ces recherches pour développer cette médecine de précision pour les personnes avec autisme. Alors du coup, comment on réfléchit, comment est-ce qu'on essaye d'avancer? Et puis moi, je devais vous parler justement des cascades développementales. Alors, je vais essayer de faire simple, d'un truc pas très simple quand même, mais on va essayer de résumer un petit peu. Globalement, vous voyez la frise que vous avez en haut, de in utero à 65 ans et au-delà, vous avez sur cette jolie frise résumé le développement cérébral où on va identifier en fait à peu près 5 grosses périodes. La période dite in utero, tout ce qui se passe pendant la grossesse. La période naissance 12 ans, 12-25, 25-65 ans et 65 et au-delà. Évidemment, je ne mets pas la fin du petit tiré, ça c'est
Ça, on ne maîtrise pas cette partie-là. Ça, ce sont les grandes périodes du développement cérébral au sens physiologique du terme. On n'est pas dans l'application directe à l'autisme. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment finalement, dans ces 5 périodes, en effet, du développement cérébral, il y a des points très importants par rapport à l'autisme. Première période, la période in utero. L'autisme est un trouble qui apparaît très vraisemblablement, maintenant, on l'admet, au cours de la grossesse. Et au cours de la grossesse, ce petit schéma que vous avez ici de 2006, qui est un schéma embryologique absolument extraordinaire. En fait, ce petit schéma, il vous résume ce que je vous ai mis ici à droite. Vous avez, vous voyez, un cerveau. Si vous regardez ce qu'on appelle la substance grise, vous voyez, et que ce qui est en surface, ça s'appelle donc l'écorce. Si je prends que l'écorce du cerveau, ça s'appelle le cortex. Je zoome sur ce cortex-là de quelques millimètres d'épaisseur, et c'est ça qui est représenté ici. D'accord ? Ce que vous voyez, c'est au cours de la grossesse, les W, là, c'est week of gestation. Donc ça, c'est, vous voyez, 17 semaines de grossesse, 19, 25, 26, 29, 32, 34 newborn. En gros, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir que, in utero, finalement, le cerveau, vous savez, les neurones poussent dans le cerveau d'un fœtus dès le 28e jour, donc très très tôt quand même, et à partir du 28e jour, il y en a à peu près 3000 qui se créent par seconde. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans des chiffres stratosphériques au niveau du cerveau. Déjà, in utero, 3000 neurones par seconde qui se mettent en place pour arriver à la naissance à peu près à ces fameux 100 milliards de neurones, d'accord, chez un bébé. Et ce que vous voyez ici en haut, c'est qu'en fait, vous avez une organisation immature un peu de cette écorce cérébrale au niveau du fœtus qui va disparaître et qui va être remodelée déjà in utero. Et donc, probablement, quand on fait de la recherche sur la physiopathologie de l'autisme en étudiant des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est loin, 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 loin du phénomène originel qui est sans doute dans cette période-là. Alors, je vais très vite là-dessus parce que le professeur Gilbert vous a dit justement, c'est un trouble qui a un poids génétique complexe, une combinaison de gènes, d'accord, et puis que probablement ces facteurs génétiques sont en lien avec des facteurs qu'on va dire environnementaux, peut-être aussi que le docteur Richel nous en parlera, qui fait que là encore, in utero, probablement déjà in utero, cette question du facteur génétique en interaction avec des facteurs environnementaux et du stress qu'on appelle oxydatif, aussi tout ce qui est maintenant les hypothèses sur le tube digestif, tout ça, on est au début de commencer à essayer de comprendre un peu quelle est l'origine de ces combinaisons. Un schéma qui est intéressant, qui montre justement les fameux facteurs de risque, qui ont pu être identifiés sur un plan environnemental. Vous voyez que, alors le risque, je ne sais pas si vous avez un pointeur, peut-être pas. Le risque en fait, il est quand vous voyez le risque, quand on est à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque, au sens où, c'est-à-dire qu'un risque qui est multiplié par 1, ça veut dire que c'est la même chose que dans la population générale. Donc vous voyez par contre à droite que les vaccins qui, à un moment donné, ont été impliqués, on est à 1, donc ça veut dire que les études montrent bien que non. Ce qu'on retrouve finalement plus, ce sont les complications obstétricales, la naissance compliquée, le travail long et la naissance compliquée. Et donc là, évidemment, c'est toujours la même chose, cause ou conséquence. Mais ça pointe encore quand même quelque chose qui dit, voilà, déjà avant, in utero, pendant la grossesse, il se passe quelque chose. Alors là, je vous présente juste une étude justement qu'on est en train de publier. Ça a été communiqué. On a regardé la croissance cérébrale, en fait, justement, en reprenant les données d'échographie des mamans qui ont eu ultérieurement un enfant avec autisme, c'est-à-dire dans les enfants qui étaient dans le centre. Alors, on a eu, je vous mets n égale 54, le chiffre n'est pas très élevé pour avoir en fait les chiffres in utero à la naissance et en postnatal, parce qu'en fait on est parti de plus de 200 échographies pour réussir à avoir tous ces chiffres-là, parce que les échographies sont quand même remplies de façon très 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 hétérogène, et quand on regarde en fait les données, on voit qu'il en manque souvent aussi beaucoup sur les échographies. Qu'est-ce qu'on a montré là? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, vous savez, on avait décrit, Courchaine avait décrit qu'il y avait, après la naissance, déjà peut-être la croissance cérébrale qui était un petit peu particulière. Ce qu'on a montré, nous, dans cette étude, c'est que déjà in utero, et on cible en plus c'est une période bien particulière, bien clé dans cette organisation corticale, vous avez déjà finalement des petits indices
probablement que la croissance cérébrale n'est pas tout à fait ordinaire. C'est encore très très préliminaire, il faut bien sûr, il faut que ce soit répliqué, il faut que ce soit fait sur de plus grandes études, mais vraiment cette idée de la fin du 2e trimestre, début du 3e, ça semble bien quand même être la période critique in utero pour la question de l'autisme. Alors, 2e période, je vous ai dit la première période in utero, la 2e période de naissance à 12 ans. Alors, en bas, vous avez juste uniquement de naissance à 2 ans, où je vous ai rezoomé à nouveau ce petit cortex, cette écorce cérébrale. Ce que vous voyez, c'est donc ce bébé à la naissance avec ses 100 milliards de neurones, puisqu'il a ces 100 milliards de neurones, mais sauf que ces 100 milliards de neurones, justement, ne sont pas connectés. C'est ces fameux points de jonction dont je vous ai parlé au départ, ces synapses. D'accord ? Et tout l'enjeu du développement et de l'acquisition des fonctions de langage, de communication, de motricité, parler, marcher, tenir sa cuillère, ça va être possible grâce à ces connexions qui vont se mettre en place au niveau de ce qu'on appelle ces réseaux neuronaux. D'accord ? Et donc, ça, on est évidemment au cœur déjà du système, puisque si on se dit déjà, ça c'est pas bien, des choses qui ne se sont pas bien organisées in utero, la façon dont tout ça va pousser, va se mettre en place, on est au tout début du début, justement, de ce qu'on va essayer d'explorer sur le plan clinique. Alors, sur le plan clinique, justement, on sait très bien que si on regarde très très précisément les bébés, on voit des choses. Et que quand le diagnostic il est fait uniquement à 5 ans, à 6 ans, on est beaucoup trop tard. Et que du coup, l'enjeu de l'intervention précoce, alors il y en a qui disent, oui, mais on n'a pas encore les études randomisées, double aveugle, pour savoir si, est-ce que quand on s'occupe d'un enfant, du coup, à 18 mois versus 5 ans, est-ce qu'on est sûr qu'il nous manque les études randomisées, double aveugle ? Ok, on n'a peut-être pas ces études-là, n'empêche qu'on a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est les connaissances, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire si on sait que c'est un trouble du développement, si on sait que le développement très précocement se met en place, il ne faut pas attendre 20 ans d'avoir les études randomisées double aveugle pour se dire, c'est du bon sens, c'est-à-dire clinique et médical, de se dire il va falloir essayer d'intervenir le plus précocement possible, et ce d'autant que quand on regarde bien les études, il y a en effet ces petits signes chez les bébés, de systèmes de communication et d'interrelation, si on parle de la première dimension, qui ne marchent pas bien, ou qui en tout cas ne sont pas automatisés dans leur mise en œuvre. Ça, je vais essayer de vous illustrer ça justement avec cette notion du fait qu'un bébé, quand il naît et quand il vient au monde, tout être humain, j'allais dire, a en fait une facilité à entrer en relation. Dans le sens où ces fameux 100 milliards de neurones là, dont je vous ai parlé, beaucoup sont dédiés au fait de rentrer en contact avec un autre être humain. C'est fait pour ça, on est fait pour ça. On est fait pour se regarder, on est fait pour se sourire, on est fait pour se toucher, on est fait pour se parler, dans le sens où, en tout cas, notre cerveau, lui, il a vraiment réservé des zones prioritaires et des réseaux prioritaires pour ça. Et dans l'autisme, il y a quelque chose, justement, qui fait que c'est ça cette priorité à la relation à l'autre, plutôt qu'à la relation aux objets, ces systèmes de relations prioritaires ne se mettent pas en place, en tout cas, automatiquement. Ça, c'est justement une étude toute simple, mais qui illustre bien. Si on vous montre une photo neutre, si on vous montre une vidéo neutre, ça, c'est une vidéo, il y a des micro-mouvements. Si je vous montre ça, et si je vous montre ça, hop, j'éteins, c'est utile. D'accord ? Donc, j'ai uniquement besoin de vous montrer passivement cette vidéo et je ne vous demande rien, d'accord ? Et si je regarde votre pupille et que grâce à cette petite machine qui s'appelle l'eye tracker et tout ça, je mesure la dilatation de votre pupille, et la dilatation de la pupille, c'est un indice, si vous voulez, de votre attention automatique à quelque chose, d'accord ? Si on dilate la pupille, c'est comme l'appareil photo, si vous voulez, on élargit le scope. Eh bien, quand vous regardez ces visages-là, vous voyez, si vous regardez juste une photo fixe, la pupille se dilate relativement peu. Ça, c'est la personne qui est en train de regarder les visages. Sa pupille se dilate peu pour la photo. Dès que vous passez à la vidéo, et ça, alors que consciemment, vous avez du mal à voir la différence entre la photo fixe et la vidéo neutre, votre œil le voit.
Votre cerveau l'a vu, votre cerveau a automatiquement dilaté sa pupille, et encore plus quand il y a une émotion, mais qui ici est une émotion joyeuse. Et puis si vous avez vu quelqu'un de triste en face de vous, alors là, votre pupille se dilate de façon très très forte. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'illustration justement de ces petits systèmes qui vont fonctionner, j'allais dire pas malgré nous, hein, mais pour nous, et qui vont nous faciliter la relation avec les autres, parce que vous avez déjà pré-traité tout un type d'information qui va vous permettre ensuite de parler à la personne, de vous engager dans la relation. Évidemment, on l'a fait chez des enfants avec autisme, et vous voyez que du coup, tout se passe comme si, vous voyez, les courbes se superposent. Donc, et là, on ne leur dit pas dilatez, ne dilatez pas, on ne demande rien, juste regarder un visage, juste regarder une émotion. Le système automatique, justement, de capture déjà de cette information ne marche pas. Autre exemple, qui est là plutôt une piste de recherche. Alors, pour rien vous cacher, ça je l'ai mis parce que je voulais en parler après avec Mme Barthélémy. Je dis, il faut que je pense à en parler, on n'a pas eu le temps de parler. Ce qu'on est en train d'essayer de voir, justement, c'est quid, par exemple, du toucher. Du toucher, puisque donc nous, ça, il est dans l'école de Tours, hein, nous sommes d'abord physiologistes, c'est-à-dire nous cherchons à comprendre, justement, dans ces systèmes, je vous disais, de capture et de relation au monde, le toucher. Le toucher, c'est aussi très extraordinaire, l'être humain, comment il est fait, justement, je disais, pour être en système relationnel. En fait, si on vous touche la paume des mains qui n'a pas de poils, hein, ou ici, la zone des doigts, ça s'en va dans des zones qui sont des zones plus analytiques de réflexion qui vont vous permettre de dire oui, ça c'est grand, c'est petit, ça fait telle taille, ça rentre dans des zones plus préfrontales, si vous voulez, d'analyse des choses. Par contre, si on vous touche ici sur le bras, là où vous avez notamment aussi des petits follicules pileux, ça s'en va directement aux zones émotionnelles. Et donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, quand vous touchez quelqu'un, vous le touchez avec votre peau analytique, mais vous allez le toucher sur la zone des bras. Et donc, nous avons des systèmes tout à fait fins et magiques, j'allais dire, qui font qu'on va toucher précisément quelqu'un qui, lui, va aussi, justement, pouvoir avoir ces systèmes qui vont être ce qu'on appelle le toucher affectif. Donc, c'est différencié. Donc, vous voyez ce câlin-là entre la maman, et sa petite fille. Vous savez, il y a des enfants avec autisme qui n'aiment pas être touchés. Qui n'aiment pas être touchés. Et pour les parents, c'est extrêmement dur. Vous avez un bébé qui crie, qui se raidit, le papa, la maman se précipitent, essayent de le prendre, et là, l'enfant se raidit encore plus. Si, en fait, ces systèmes-là ne se sont pas développés, si ces réseaux neuronaux ne se sont pas mis dans des connexions ordinaires, le ressenti que vous ou moi, je ressens avec ce toucher, ça, il est en fait différent. Et donc, ce n'est pas qu'il y a une volonté, il y a un rejet, il y a une interprétation, c'est pas ça. C'est que si les connexions ne sont pas parties dans le bon sens, le résultat du ressenti, ce n'est pas du tout le toucher affectif et le toucher épicritique. Ça ne marche que si les connexions ont été faites dans ce sens-là. Donc là, on est en train d'essayer justement de caractériser ça chez les enfants. Parce qu'en plus, je vais passer vite là-dessus, mais ce qu'on a vu, c'est que finalement, dès qu'on touche un bras aussi, on a de façon très subtile la fréquence cardiaque qui augmente. C'est-à-dire que là aussi, si vous voulez, dans nos systèmes de relations au monde, et on a même la pupille aussi qui se dilate si on vous touche. Donc on a des systèmes dans des systèmes d'interrelation qui font que, hop, votre cœur s'accélère un petit peu, votre pupille se dilate. Et ça, c'est évidemment ces systèmes qui facilitent et qui nous rendent extrêmement réceptifs à l'autre. Alors du coup, très précocement, dans la trajectoire développementale, eh bien, du coup, comme vous disait aussi le professeur Gilbert, vous allez avoir des enfants. Donc, déjà, in utero, il s'est passé des tas de choses. La naissance, il s'est passé des tas de choses. Puis, les systèmes ne fonctionnent pas. Et donc, très, très vite, vous avez des enfants qui ont en effet des trajectoires cliniques très différentes. Ça traduit, en fait, si vous avez 4 enfants, 1, 2, 3, 4, les lignes vertes, jaunes, bleues et rouges, ce sont les scores cliniques de difficultés de communication, d'interaction, d'intérêt répété et restreint, parce que c'était encore le DSM-4. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez, donc là, c'est Caroline, Mathieu, qui ont Bianca et Joey, donc qui ont des scores cliniques dans les dimensions communication, interaction ou intérêt répété restreint, qui sont très, très différents, et on est juste entre 4 et 11 ans. Et tout ça, c'est très différent parce que, chaque individu est unique, et puis 2, ils se sont développés au cours justement des particularités de la trajectoire de façon aussi spécifique, chacun propre à leur individualité. Alors on continue, l'âge adulte, 5 ans, 20 ans. 5 ans, 20 ans, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Madame Barthélémy, l'adolescence, ça peut être rock'n'roll, et l'adolescence des enfants avec autisme, ça peut l'être aussi parce que c'est une période de profond remaniement
justement synaptiques. Les fameux 100 milliards de neurones qui se sont connectés, un neurone peut avoir jusqu'à 10 000 points de connexion. Vous voyez, c'est pour ça que je dis là, il faut être très fort en multiplication. Et au moment de l'adolescence, alors après, il y a eu beaucoup de sélection de ces synapses, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont disparu. Et puis au moment de l'adolescence, ça recommence. Ça recommence avec des points qui se mettent en place et qui disparaissent. Et alors c'est pour ça que l'adolescence, finalement, dans le cas des troubles du développement, c'est une période de... Vous savez, crise en chinois, ça veut dire chance et danger. Dans l'autisme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui, au moment de l'adolescence, vous allez récupérer des potentialités fonctionnelles. Et puis, parce qu'à nouveau, ça pousse, à nouveau, ça se connecte. Puis d'autres pour lesquels vous allez voir l'épilepsie apparaître, vous allez voir des phénomènes. Donc, on est à nouveau dans une période qui bouge beaucoup et on va vers l'âge adulte. Alors, juste rapidement, là, une petite expérience pour vous montrer qu'il y a, du coup, d'autres aussi résultats. Ça, c'est alors le petit rond, c'est ça que je n'ai pas réussi à télécharger, il se déforme normalement. Hein. Il se déforme quand on fait de façon... C'est un rond, puis soit il devient comme un ballon de rugby, une ellipse. Hein. C'est juste des toutes petites déformations. Cette question de la sensibilité au changement. Les enfants avec autisme qui sont très sensibles, qui vont repérer les petits changements dans l'environnement, eh bien là... Ah, je l'ai peut-être, en fait, je vous dis une bêtise. Non, je ne l'ai pas. Et donc ça, vous voyez, dès que ça devient... Le rond change, ça fait juste un tout petit déviant très, très simple. Hein. Eh bien, du coup, ce qu'on a montré, c'est que, et chez les enfants et chez les adultes avec autisme, en fait, rien que voir ce petit rond qui change, ça marque encore des particularités du traitement de l'information. Le changement dans l'environnement, ça, il le repère, il y a une espèce d'hyper-réactivité au changement dans l'environnement. Alors, du coup, dans cette notion de cascade, l'idée, c'est de dire que vous avez au départ, in utero, ce trouble déjà de la préarchitecture cérébrale, qui fait qu'un bébé à la naissance, ces systèmes automatiques de traitement de l'information relationnelle, sociale, ne fonctionnent pas bien. Et donc tout ce qui a été mis tous les autres résultats qui ont été montrés, notamment sur des difficultés de synchronisation, ce que décrivaient bien les mamans ou les papas en disant moi j'ai beau sourire, j'ai beau m'agiter en face, le bébé ne réagit pas ou il bat pas des pieds en même temps que moi je souris. C'est ce décalage de synchronisation qui se fait parce qu'au départ le système automatique ne fonctionne pas. Et quand ces enfants évidemment ont aussi, parce qu'à un moment on a dit, ils ne sont pas motivés à la relation, vous ne pouvez pas être motivé à la relation si c'est un système qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, après, au fur et à mesure aussi, tout ce qui est plus l'intelligence cognitive, sociale, la théorie de l'esprit, qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que je pourrais dire et tout ça, forcément que tout ça ne va pas se développer aussi de façon aussi ordinaire. Et puis, à chaque fois, vous avez cette question des mécanismes de compensation qui est toujours en là. Alors, pour terminer, du coup, quand on fait sur ces âges adultes, on en parlait tout à l'heure avec cette question, en fait, maintenant, vous savez, on dit que 20% des enfants avec autisme auront une trajectoire qui font qu'on passera en dessous du seuil de diagnostic clinique à l'âge adulte. C'est-à-dire que comportementalement, vous êtes en dessous des scores cliniques, même si cognitivement, vous pouvez encore trouver des façons de réfléchir, des façons d'être au monde particulières, mais ce sont des enfants qui ont développé des systèmes de compensation qu'on a aidés aussi, que les parents ont aidés, qui font que du coup, comportementalement, adaptativement, j'allais dire, vous êtes en dessous des scores cliniques d'autisme. Et ça, c'est quand même une notion très, très importante parce que 20%, c'est loin d'être négligeable. Pour terminer, la question du vieillissement, vous voyez, maintenant, 65 et au-delà, ça, c'est... on ne peut pas prendre à nouveau le retard qu'on a pris dans les autres cas en ne se préoccupant pas de quid du 65 et au-delà. Et là, ça y est, les chercheurs commencent à s'intéresser à ça. Et en fait, vous voyez, ça, c'est des petits tests qui ont été faits pour tester le fonctionnement cognitif. Comme on fait un peu aussi, on peut faire dans la recherche justement des maladies d'Alzheimer ou essayer de vérifier justement ce fonctionnement cognitif. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que à l'heure actuelle, en tout cas, vous voyez, à 60 ans, ce sont des personnes autistes ici de 60 ans. Ça, c'est des tests justement de cognitifs là. Alors quand c'est vers le bas, ça veut dire que justement c'est moins bon. Donc il y a plus de difficultés quand même cognitives justement à 60 ans. Et les toutes premières études montrent en fait que vous avez un petit peu un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver à 40 ans ou à 30 ans dans un fonctionniste. Et puis, vous voyez, cette bascule qui va se faire finalement assez tôt pour des personnes qui ont maintenant
40, 50, 60 ans. Évidemment, tout l'enjeu, c'est aussi que les petits dont on s'occupe maintenant, ben, on n'est pas ces inversions à 40 ans. C'est ça, évidemment, c'est ça le but. Alors, je termine. Voilà, donc la dia est un petit peu chargée, mais ça vous résume quand même à tout le travail de l'équipe, en effet, pluridisciplinaire, c'est-à-dire vraiment ces profils cliniques et fonctionnels. Vous voyez, j'avais préparé la dia avant. On fait comportementalement, langagier, cognitif, sensorimoteur. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à des signatures neurales, des profils biocliniques, vraiment encore être au plus près de qu'est-ce qui, cet enfant, ce jeune, à un instant T, vraiment, qu'est-ce qui correspond à ses particularités de fonctionnement. Et donc, du coup, de quoi a-t-il besoin à un moment donné? Donc, faire ce qu'on appelle ces thérapies ciblées. Donc, nous, notre job aussi, justement, de médecine de précision. Mais évidemment, tout ça, c'est un partenariat très étroit et vous savez à quel point justement à Tours, c'est aussi ça fait partie de l'ADN de la maison, hein, d'être en lien très très étroit avec les familles. Hein. Rien ne se fait sans les familles. Et puis tout le but, c'est que ces enfants et ces adolescents, ben justement, ils soient au mieux dans leur trajectoire de vie, justement dans ces trajectoires positives, les plus positives possibles, et d'essayer d'être, pour nous, de les aider au mieux dans ces parcours. Je vais terminer peut-être juste sur cette photo. Alors, c'est pas la plus belle photo qu'on ait, mais c'est la seule qu'on ait de nous trois. Alors, c'est toujours ce qu'on dit. Vous avez donc Monsieur Lelore, Mme Barthélémy et moi-même. Vous voyez le centre universitaire de pédopsychiatrie qui est vraiment ce qu'on appelle l'école de Tours. Et puis, voilà, pour dire que la relève continue, vous voyez, vous avez déjà les jeunes, là, à ma droite. Moi, je passe dans les vieilles aussi, maintenant. C'est la future équipe, justement, maintenant, équipe psychiatrie neurofonctionnelle. Alors, on a réussi c'est un challenge, là, justement. Vous voyez, on s'est mis avec les collègues de psychiatrie adulte, avec les spécialistes du modèle animal, avec les spécialistes aussi de l'imagerie fonctionnelle, toute l'équipe. Et donc, l'idée, c'est voilà, de continuer à avancer, de mettre un petit caillou à nouveau sur ce chemin qui va continuer, je l'espère vraiment longtemps, justement maintenant, avec la relève après, au service des enfants et de leurs familles. Merci beaucoup.